Notre dernière rencontre pour le printemps 2016, on termine le 8e printemps et on va continuer cet automne, normalement au début septembre. Mais ceux qui sont sur notre liste d'envoi seront avisés par courriel, comme d'habitude. Et puis les autres, ben, vous devez contacter quelqu'un. Alors ce soir, c'est une soirée particulière parce que c'est quelqu'un de très connu. En plus, ça se fait en tandem, ils sont deux. La première partie va être assez brève, c'est ce que m'a indiqué Jacques Sénécal, qui est conférencier bien connu, professeur bien connu, écrivain. Son dernier livre, La philosophie et les femmes, il faut regarder ça, il faut lire ça. Et puis, ben, il y a toutes sortes d'autres ouvrages. Ce soir, il nous parle de l'anarchisme, mais en collaboration, en compagnie de Jean-Marc Corel, qui est l'ancien militant syndical, politique et compositeur de musique de chansons, dirige un groupe de musique québécoise. Et la première partie va être brève, seulement pour amorcer un début de démarche qu'ensuite Jean-Marc Corel va animer, va continuer, mais Jacques Sénécal pourra toujours intervenir à tout moment. Et ça va être plus long, l'échange, c'est l'échange qui est important ce soir. Jean-Marc Corel, bon, moins connu que Jacques Sénécal, mais quand même, c'est notre patriote, musicien patriote. Alors, bonne soirée. Ah, juste une petite correction, je ne dirige pas le groupe. C'est là, ben, je joue dedans. On n'entend rien, mais en tout cas. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Non, pas assez? OK. Parce que des fois, ils vont mieux, à la mieux comme ça? Vous m'entendez bien? Oui, tout le monde? Ça va, oui. Je veux juste vous dire, il reste tout le temps le bon vieux panier pour la quête. Là, comme ça va être la dernière quête de l'hiver, j'espère que ça va y aller. Alors, je mets ça. Il ne faut pas que je le mette à un endroit où les dollars vont partir au vent. OK, sur la table ici. Bon. Ça va? Oui? Vous m'entendez bien, là? Alors, une petite conférence assez courte sur l'anarchisme, comme le disait Clément tout à l'heure. Les pauvres. Là, vous m'entendez mieux? Bon. Alors, une petite conférence à peu près de 3 quarts d'heure. Et ensuite, on pourra passer aux échanges après une petite pause, une courte pause de 10 minutes. Alors d'abord, il faut mettre les choses au clair au départ. On sait tous que le mot anarchie et anarchisme a des sens plus couramment négatifs, péjoratifs. Bien souvent, on parle d'anarchie pour parler de désordre. On utilise le mot anarchique pour qualifier quelque chose qui est tout croche. Alors que dans la tradition philosophique, qui est quand même assez récente, puisque les premiers philosophes anarchistes modernes, je pense à Godwin notamment, qui est du XVIIIe siècle, mais on pourrait aussi, bien entendu, faire un grand retour en arrière chez les vieux philosophes de l'Orient, par exemple Lao Tzu. Chez Lao Tzu, il y a des petites paroles qui sont très très proches des grandes maximes anarchistes. Alors malgré donc les sens péjoratifs qu'on a accolés au mot anarchie, anarchisme, il reste que c'est une philosophie importante. Et c'est une philosophie qui s'est développée beaucoup dans les derniers siècles, notamment au XIXe siècle et au XXe siècle. Alors, je vais donc vous entretenir de cette philosophie qu'on appelle l'anarchisme, lequel mot, d'ailleurs, nous a été proposé par Proudhon, un philosophe français du XIXe siècle. Anarchisme vient du mot anarchein, c'est-à-dire le mot archein qui signifie commander, le A est privatif,
Donc, l'anarchisme, c'est une sorte d'ordre sans pouvoir, sans commandement. Et je pense qu'une bonne définition facile à retenir de l'anarchisme, ça serait justement une philosophie qui préconise une émancipation de la souveraineté personnelle et aussi, bien entendu, une souveraineté de la collectivité basée sur la collaboration, l'entraide, de sorte que l'ordre se créerait dans une société idéale, anarchiste, l'ordre se créerait naturellement sans qu'il y ait de pouvoir. C'est pourquoi le mot « ordre sans pouvoir », qui est d'ailleurs, je pense, le titre d'une chanson de Léo Ferré, convient très bien à une définition de l'anarchisme. Alors, tout de suite, on voit que le mot anarchiste est très loin de son sens péjoratif, de son sens négatif, qui est toujours associé au mot désordre. Je dois vous dire aussi en passant que c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la philosophie politique notamment, que certains mots sont considérés comme péjoratifs au départ, puis finalement ils deviennent à la mode. Je pense au mot démocratie. Par exemple, quand les Américains et même les Français, quand ils ont fait la révolution à la fin du XVIIIe siècle, le mot démocrate, démocratique était honni. D'ailleurs, le fameux parti qu'on appelle aujourd'hui le Parti démocrate aux États-Unis, qui a été fondé par Jefferson à la fin du XVIIIe siècle, il s'appelait le Parti républicain démocrate. Et ensuite, on a enlevé le mot démocrate parce que ça correspondait à une forme de gouvernement par le peuple, pour le peuple, donc une sorte de désordre. Alors, on a donc changé le nom Parti républicain national. Et ce n'est qu'en 1840 qu'on a finalement adopté le mot démocrate, Parti démocrate aux États-Unis, parce que les anarchistes, devenant populaires, les partis de gauche, les philosophies plus à gauche devenant populaires, notamment dans le milieu des travailleurs et des philosophes qui tiraient du côté de l'émancipation des classes ouvrières, on a donc adopté un peu comme ça arrive souvent dans la politique, on adopte certains mots parce que ça marche, parce que c'est bon pour le marketing. Alors le Parti démocrate américain, dans le fond, avait honte de ce mot-là au départ et ils l'ont adopté par la suite parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'il pouvait avoir une certaine efficacité et ça pouvait être accoleur auprès du peuple. Alors le mot anarchiste pourrait peut-être devenir, comme le mot démocrate, plus populaire qu'on le pense. Je continue en vous disant aussi que la philosophie anarchiste est une philosophie optimiste. On part avec l'idée que l'homme est bon et non pas que l'homme est un goût pour l'homme. Un peu comme Jean-Jacques Rousseau. Et cette idée optimiste tient le pavé pendant tout le déroulement des décennies qui vont suivre. Les anarchistes ont toujours cru aux capacités, aux talents, aux atouts de la personne humaine, des individus, des êtres humains. Alors que pendant ce temps-là, le capitalisme se développait, mais il se fondait tout le temps sur ce qui est le pire, sur la cupidité, sur l'avidité, sur l'égoïsme qu'on retrouve chez l'être humain. Alors, le capitalisme s'est développé à partir d'une conception vicieuse ou négative de l'homme, alors que l'anarchisme, lui, se développe à partir d'une conception positive, une position affirmative des vertus, des capacités, des talents humains. Je donne une petite citation ici de... J'espère qu'il va l'avoir devant moi. Je ne l'ai pas. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Une citation qui racontait, dans le fond, un peu ce que je viens de vous dire. Le capitalisme a transformé les vertus humaines en cupidité, en avidité, en égoïsme. Et finalement, aujourd'hui, les grands financiers, j'ai déjà entendu Warren Buffett, par exemple, nous dire dans un reportage que tous les êtres humains sont avides. Et c'est tout à fait normal qu'on échange entre cupides chez les humains. Et c'est aussi vrai de dire que le système financier, le système capitaliste en général, est un système qui conserve l'opacité, le secret, l'obscurité, alors que dans les philosophies anarchistes, au contraire, on est convaincu que la transparence, la lumière, l'entraide, la vérité est bonne pour tous. Alors vous voyez tout de suite
il y a dans la philosophie anarchiste quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose d'affirmatif, et c'est à cause de cela une philosophie exaltante, une philosophie qui peut justement avoir beaucoup d'avenir. L'anarchisme aussi combat toutes les oppressions. Elle combat toutes les oppressions parce qu'elle favorise l'entraide, elle favorise la souveraineté personnelle, et pour les anarchistes, je pense notamment à un anarchiste qui l'était fondamentalement, mais qui ne s'est jamais avoué comme tel. Je pense à Étienne de la Boétie au XVIe siècle, qui affirmait ceci. Excusez-moi. Là où personne n'obéit, nul ne commande. Alors, il y a un parti pris pour l'élimination de toute répression, de toute oppression, de tout despotisme. Le philosophe anarchiste, la personne anarchiste, aime la souveraineté, aime la transparence, aime l'entraide et déteste le despotisme, déteste les commandements qui viennent d'en haut. Il peut y avoir des structures anarchistes, il peut y avoir des organisations anarchistes, mais ces organisations-là se font avec le consensus, avec la collaboration, l'entraide, et il peut y avoir même une organisation qui peut développer, qui peut évoquer une certaine autorité, justement pour aller à l'encontre des autorités pour lesquelles on n'a jamais voté, pour lesquelles on n'a jamais été consulté. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'il faut tenir, dans le fond, c'est que l'anarchisme, c'est une philosophie positive, c'est une philosophie optimiste, c'est une philosophie qui est loin du désordre et du chaos. C'est une philosophie, au contraire, qui se base sur la souveraineté des individus. Et j'ajoute qu'en cours de route, il y a eu plusieurs organisations, il y a eu plusieurs fêtes, dans plusieurs lieux sur la Terre, depuis très longtemps d'ailleurs, où des organisations, des petites villes, des conseils, des petites communautés ont pratiqué l'anarchisme, c'est-à-dire cette souveraineté, cette autarcie basée sur l'entraide, la collaboration, la souveraineté à la fois de l'individu et du groupe, sauf que tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, que ce soit des pouvoirs monarchiques, ou que ce soit des pouvoirs, que ce soit les tsars, que ce soit les bolcheviks, tous les pouvoirs ont toujours détesté les organisations anarchiques ou anarchistes parce que c'était des organisations justement qui ne pouvaient pas supporter le pouvoir extérieur, qui ne pouvaient pas supporter l'oppression. Alors, il y a des quantités d'événements, de fêtes, à travers le monde, et ici même au Québec, par exemple, où on a réprimé, où on a interdit tout ce qui avait un rapport quelconque avec une philosophie anarchiste ou une philosophie libertaire. Par exemple, au 19e siècle, ici au Québec même, des journaux ont été fermés. Interdiction de publication, la lanterne d'Arthur Buis, par exemple. Il y a eu des instituts qui rassemblaient plusieurs membres. Je pense à l'Institut canadien de Montréal, par exemple, où il y avait des philosophes, des participants, des syndicalistes, en fait des syndicalistes en autant où on pouvait parler de syndicats à cette époque-là, qui se réunissaient, ça a été fermé, ça a été réprimé par la police, par le clergé, par l'État, par les journaux. Même les journaux officiels, comme la presse par exemple, étaient anti-anarchistes, boycottaient, dévalorisaient, dénigraient les journalistes et les personnes qui participaient à la rédaction de ces journaux. Je pense à La Lanterne, à l'Avenir, Le Père Duchesne, La Torpille, Le Réveil des masses. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs exemples, autant au Québec qu'à travers le monde, que ce soit en Espagne, que ce soit dans les conseils des soviets avant la révolution bolchevique, qui étaient quand même des groupements anarchistes, donc capables d'entraide et de solidarité.
ça a été complètement balayé par le pouvoir despotique des bolcheviks. En Espagne, c'est la même chose. En fait, il y a beaucoup d'exemples où les anarchistes ont été réprimés, non seulement les anarchistes, mais tous ceux qui pensaient à l'entraide. Dès qu'il y a de l'entraide, dès qu'il y a de la collaboration, il ne faut pas oublier que le fameux jour qui s'appelle le jour des travailleurs, le 1er mai, c'est toujours pour honorer une date bien particulière, le 1er mai 1984, à Chicago, il y a eu une manifestation de travailleurs qui étaient réprimés dans le sang. Il y a eu même des procès. Il y a eu 4 personnes qui ont été pendues. Et c'est justement à cause d'une commémoration de ces événements-là qu'aux États-Unis, on a interdit, au Canada, au Québec, on a interdit que les travailleurs célèbrent cette commémoration-là le 1er mai, et on a inventé le jour, la journée du travail, le 1er lundi de septembre. C'est toujours dans un but de répression. Oui. Ah, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Québec, par exemple, il y avait des bourses du travail qui étaient les syndicats étaient les anarchistes dans les syndicats étaient très, très militants, et souvent il y avait des choses comme des bourses de travail qui permettaient à des ouvriers, des travailleurs, à participer justement à des conférences ou à même des cours qui pouvaient se donner au plan politique. Et ça a été beaucoup réprimé aussi par l'Église, évidemment, par Duplessis, puis peut-être avant aussi. Alors ça, c'est une tradition dans le mouvement ouvrier anarchiste, là, où les anarchistes sont présents, de faire des bourses indépendantes pour avoir une pensée plus critique, indépendante, etc. Bref, je disais donc que les anarchistes ont eu la vie dure, ils ont été réprimés de toutes les manières, dans tous les pays du monde, tout simplement parce que, dans le fond, les puissants ont besoin de tous pour s'enrichir. Et dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a un petit groupe qui cesse d'être solidaire de cette exploitation-là, on veut les éliminer. C'est tout simple à comprendre, dans le fond. On pourrait même dire que les riches, ne pouvant s'accommoder de l'entraide, mais ils ont inventé l'exploitation et la charité. Comme ça, on peut toujours passer pour des philanthropes si on est riche et considérer qu'il y a quelque chose de bon dans le cœur des puissants. Alors qu'ils s'accommodent très mal de l'entraide et de la collaboration. C'est justement à cause de ça que les puissants, que le statu quo, que ceux qui ont le pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, que ce soit le pouvoir politique, s'organisent de toutes les manières pour réprimer les anarchistes. Dans la philanthropie, il faut se rappeler que c'est quand même, il y a quand même un système de domination, parce que c'est pas quelque chose d'égal. Alors, vous avez quelqu'un qui donne, puis, la personne qui donne reçoit, la personne qui reçoit, elle est inférieure, c'est évident. On va continuer. Vous donner les grandes lignes maintenant de la philosophie anarchiste. Il y a beaucoup de positions, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de branches. En fait, l'anarchisme est une sorte d'arbre qui buissonne, qui se détend, qui se répand. Il y a donc, à la base d'un tronc, qui serait, comme je vous le disais tantôt, je définissais simplement l'ordre sans le pouvoir, on mise beaucoup sur la souveraineté et sur l'entraide. Il y a quand même eu plusieurs branches, plusieurs domaines, plusieurs filiations, plusieurs familles d'anarchistes. Je vais en donner 5. Ça va nous permettre de comprendre la grandeur, l'immense territoire, en fait, de ce qu'on appelle l'anarchisme. D'abord, c'est entendu qu'au départ, surtout à la fin du 18e siècle et au 19e siècle, on a beaucoup critiqué le système de production, le système du travail, le salariat, l'exploitation. Proudhon, Bakounine, même Marx, d'une certaine manière, le premier Marx, était un critique sévère du système du travail, du système de production, du système basé sur le capital. Alors, ils ont donc, au départ, se sont intéressés à rallier, à unir, à faire en sorte que l'union des travailleurs puisse s'arriver à renverser cette puissance
de ceux qui possédaient le capital et qui faisaient une exploitation éhontée des travailleurs qui étaient, pour la plupart du temps, sans culture, sans instruction, démunis, en fait. Alors, au départ, donc, on peut dire que l'anarchisme s'est intéressé beaucoup à l'économie. C'est un domaine privilégié. Et ils ont proposé des nouvelles manières de faire, basées notamment sur l'autogestion, la maîtrise, le mutualisme, le coopératisme, l'égalitarisme, le travail intégré aussi à l'éducation, il faut revenir là-dessus. Alors, il y a donc eu, au départ, un groupe, une famille d'anarchistes, de philosophes anarchistes qui se sont beaucoup intéressés à l'économie, au système de production, au système de production qui exploitait par le travail, par le salariat, une grande majorité de travailleurs. Et bien entendu, aujourd'hui, au XXe siècle et au XXIe siècle, on s'est aussi intéressé à une autre manière de voir l'économie. Il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui, beaucoup même d'économistes qui vont même proposer une économie qui ne serait plus basée sur la croissance économique. Et d'ailleurs, depuis 1972, rappelez-vous le Club de Rome, qui réunissait des savants de tous les domaines, proposait justement aux puissants de ce monde, il faudrait cesser de faire croître notre production, puisque la Terre a des ressources, mais ces ressources sont limitées. Donc la croissance indéfinie, c'est impossible, c'est un rêve, c'est une illusion. Mais essayer de faire comprendre à un capitaliste qu'il faut cesser de faire croître l'économie, c'est comme essayer de convaincre un être humain d'arrêter de respirer, pour ainsi dire, parce que justement, l'économie, notre économie actuelle est basée sur cette croissance-là, sur cette production-là, sur cette destruction-là. Alors c'est pourquoi se sont associés au XXe siècle aux anarcho-syndicalistes qui s'intéressaient au travail et au système de l'économie, se sont associés des anarchistes qu'on appelait les éco-anarchistes, c'est-à-dire des anarchistes qui se sont dit, dans le fond, le système de production, le système économique, notre système économique actuel est des ravageurs, des destructeurs. Il faut donc absolument le transformer, le changer et, bien entendu, appliquer les vieilles maximes, les vieux principes de l'anarchisme basés sur le mutualisme, la collaboration, l'équilibre, la croissance zéro, autrement dit. Ensuite, il y a un deuxième domaine important, c'est l'éducation. À travers les 3 siècles où la philosophie anarchiste s'est développée, on ne pouvait pas parler de travail, d'économie, de production, sans devoir en même temps parler d'éducation. L'éducation, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, chez tous les grands philosophes qui se sont intéressés à la nature humaine, je pense à tous les grands philosophes, notamment j'ai dans ma tête Montaigne, qui considérait justement que l'éducation, c'était une chose, une activité humaine de première importance. Sans éducation, ben, forcément, comment faire un citoyen? Comment créer un citoyen qui soit capable d'ordre, qui soit capable de solidarité, de coopération, capable de développer des vertus qui soient positives? Il faut donc qu'il y ait de l'éducation, et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans les milieux du travail au XIXe siècle, il y avait beaucoup d'écoles, de conseils d'ouvriers, où on ouvrait aussi des écoles populaires, des universités populaires. Alors l'éducation est donc d'une très grande importance, parce que, justement, c'est par l'éducation qu'on arrive à accéder à une autonomie, à une souveraineté personnelle, aussi, bien entendu, avec le groupe, de faire en sorte que cette souveraineté-là devienne plus collective. Alors c'est pourquoi l'école, selon les philosophes anarchistes, doit avoir des caractéristiques qui sont bien propres, que je vous nomme tout de suite. L'école doit être intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit s'intéresser à tous les talents humains, autant intellectuels que manuels. L'école doit être polytechnique, polyvalente, puisque la polyvalence, justement, est une garantie de l'autonomie. Elle prépare à tout, elle prépare les individus à pouvoir, justement, s'investir dans toutes sortes d'activités.
l'école doit donc être polytechnique ou polyvalente. Elle doit être rationnelle. On remarque que chez tous les philosophes anarchistes, il y a un parti pris pour la raison, c'est-à-dire cette lumière naturelle de l'être humain, c'est-à-dire cette fonction qui nous permet de penser, qui nous permet d'être transparent, d'accéder à la vérité. Il y a donc un rationalisme fondamental chez les anarchistes de manière générale. Et c'est justement ce rationalisme-là qui va faire d'eux, chez la plupart, des philosophes non violents, des philosophes pacifistes. Parce qu'ils se disent, un peu à la manière de tous les grands philosophes, si on est guidé par la raison, on peut éviter les affrontements, on peut éviter les guerres, on peut éviter les confrontations, on peut éviter, dans le fond, le pire, donc, c'est-à-dire la violence. Et il y a même des philosophes non anarchistes qui vont recommander de toujours être guidés par la raison. Je pense à Spinoza, je pense à Montaigne, je pense à presque tous les philosophes, dans le fond, qui misent beaucoup sur cette capacité, ce pouvoir qu'on a, nous les êtres humains, de réfléchir et de communiquer nos réflexions et d'avoir accès justement à une vérité qui est une sorte de transparence. La vérité, c'est de la lumière. Le mensonge, c'est de l'obscurité. Et quand on garde les choses secrètes, c'est parce qu'on est toujours dans la noirceur, on est toujours dans l'opacité. Le système économique capitaliste, et particulièrement le système financier, prend sa force dans cette opacité-là, dans ce secret-là, dans cette espèce de mensonge. Bon, je reviens. Excusez-moi, des fois, je peux partir. Alors, donc, une école rationnelle. Une école rationnelle, un peu comme l'ont voulu les grands philosophes du siècle des Lumières. Je pense à Kant, par exemple, qui disait qu'est-ce que c'est que les Lumières? Les Lumières, mais c'est cesser d'être sous tutelle. C'est d'oser penser. Alors, dans les écoles anarchistes, il y a ce rationalisme qui est d'une grande importance. Bien entendu, les écoles, l'éducation doit être quelque chose qui nous permet de nous émanciper. Le progrès de l'être humain, et ça on retrouve ça chez plusieurs philosophes, même ceux qui ne sont pas qualifiés d'anarchistes, je pense à Condorcet par exemple, qui misait beaucoup sur le progrès, sur les progrès de la raison, pour justement que l'être humain avance vers quelque chose de plus juste, de plus égalitaire, de plus fraternel. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, chez Condorcet et chez plusieurs anarchistes, on exige une école publique, laïque, universelle. Mais ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que certains pays avancés, comme la France, par exemple, ont institué un ministère de l'Éducation nationale. Et encore aujourd'hui, dans plusieurs pays, l'éducation est bien souvent considérée comme étant moins importante que la défense, par exemple. Les budgets d'éducation aux États-Unis rétrécissent, mais les budgets de défense augmentent. Ça en dit beaucoup sur ceux qui mènent, sur ceux qui commandent. Et bien entendu, cette éducation-là doit être permanente, c'est-à-dire qu'elle se continue tout le temps. On doit constamment faire en sorte que les individus en apprennent, se communiquent leur nouvelle instruction. Et aussi, en même temps, puisque je parle d'éducation, je dois aussi parler des anarchistes l'ont fait, et on le fait aussi aujourd'hui encore beaucoup au XXe siècle et au XXe siècle, des médias. Autrement dit, l'éducation, c'est un relais. C'est par l'éducation qu'on transmet les bonnes valeurs humaines. C'est par l'éducation qu'on transmet la vérité, finalement, ou les vérités. Mais les médias aussi ont quelque chose à dire là-dedans. Et c'est pourquoi, dans la tête des anarchistes, des philosophes anarchistes, les médias, les journaux, doivent appartenir à tout le monde. L'opinion publique, c'est une opinion qui doit être publique, qui doit être universelle, qui doit être constamment protégée, pour qu'il n'y ait aucune censure, aucun interdit. Or, on se rend compte au XXe siècle, au XXIe siècle, que les grands médias sont contrôlés par des grandes multinationales, et c'est justement ce contrôle-là qui alimente les idéologies pro-capitalistes, anti-anarchistes. C'est par les médias de toutes sortes, que ce soit le cinéma, que ce soit la télévision, la radio, même la musique, bref, les arts aussi, on peut les inclure là-dedans d'une certaine manière, contribuent à créer une sorte de répression
vis-à-vis tous ceux qui souhaiteraient plus de fraternité, plus de justice, plus d'égalité. Noam Chomsky, par exemple, qui est toujours vivant, est un bon représentant d'anarchistes qui luttent constamment contre le pouvoir indu des médias dans le monde occidental, finalement. Alors, l'économie, l'éducation, l'éthique aussi. L'éthique, c'est très important. Ça repose sur quoi? Je le disais tantôt, l'autonomie personnelle, bien entendu. Il faut sortir de notre tutelle, il faut acquérir une émancipation personnelle. L'entraide, ça va de soi. Il y a toujours, chez les anarchistes, cette espèce de lien entre l'émancipation personnelle et l'émancipation du groupe, l'émancipation sociale, l'émancipation communautaire. D'ailleurs, l'ego ne peut pas fonctionner sans les autres. Je ne suis rien sans les autres. Et les autres sont constitués d'un ensemble de je ou d'ego. Alors, il y a donc une sorte de dialectique à respecter. Ce n'est pas vrai que la société n'existe pas, comme disait Mme Thatcher, qu'il n'y a que des individus. La société précède la construction, l'élaboration d'une personnalité individuelle. Alors, il y a donc dans l'éthique, dans l'esprit moral des anarchistes, cette espèce de valeur importante entre ce qu'on appelle la souveraineté personnelle, individuelle, et l'émancipation du groupe, puisque l'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner sans cette espèce d'interaction. Il y a aussi, bien entendu, on privilégie de manière générale, en fait, l'être plutôt que l'avoir. La petite phrase de Bookchin que je voulais vous citer tout à l'heure, je l'ai devant moi. Le capitalisme réforme le progrès humain. Le capitalisme transforme le progrès humain en une compétition et en une lutte impitoyable, transforme le statut social en une accumulation de richesses rapaces et sans limite, et le capitalisme transforme les valeurs les plus personnelles en avidité et en égoïsme. Alors les anarchistes, on le voit, ils se positionnent à l'encontre de ce que je viens de vous citer. On ne veut pas transformer les valeurs, les richesses, les atouts de l'être humain en cupidité et en égoïsme. Au contraire, on souhaiterait, nous les anarchistes, tiens, que vient de dire nous les anarchistes, probablement que c'est vrai pour tout le monde ici, on va plutôt proposer l'émancipation des vertus, des puissances, des forces de l'être humain. Aussi, un autre domaine important, c'est le féminisme. Au 20e siècle notamment, et je dois même dire que même au 19e siècle, les premiers philosophes, les premières grandes personnalités anarchistes, c'était des hommes, mais c'était aussi des femmes. Je pense par exemple à Madame, je n'ai pas dit son nom, il y a eu Louise Michel, bien entendu, mais il y en a une autre, j'ai oublié son nom, Wollstonecraft. Madame Wollstonecraft, dont la fille qui a changé de nom était l'auteur d'un personnage bien connu qui s'appelle Frankenstein. Alors, ces personnages-là ont été très importants dans les revendications au 19e siècle. Et Louise Michel, c'est peut-être la plus connue. Je vous donne une petite citation de Louise Michel qui est morte en 1905 et dont les obsèques ont été courues par plus de 100 000 personnes à Paris. Elle était une personnalité importante lors de la Commune de Paris en 1871. Elle s'est fait exiler en Nouvelle-Calédonie. Elle s'est accoquinée avec les Kanaks pour un soulèvement. Elle est revenue en France pour faire des conférences et toujours lutter contre le pouvoir établi. Je vous donne une citation. « L'anarchie, c'est l'ordre par l'harmonie. Être gouverné, c'est être gardé à vue. Inspecter, espionner, diriger, légiférer, réglementer, parquer, endoctriner, prêcher, contrôler, estimer, apprécier, censurer, commander par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. » Il faut que j'ajoute aussi que cette grande famille de l'anarchisme planétaire,
parce qu'on retrouve ça autant en Orient qu'en Occident, possède aussi sa droite. Il existe donc un mouvement à droite du tronc de la grande famille des anarchistes qu'on appelle les libertariens, c'est-à-dire des personnes, des penseurs, qu'on retrouve surtout aux États-Unis, soit dit en passant. Il y en a quelques-uns aussi, bien entendu, en Europe, et il y en a même un qui se présente pour devenir un futur chef du Parti conservateur qui s'appelle Maxime Bernier, qui se qualifie de libertarien. Alors, ces libertariens, en le fond, qu'on appelle aussi des anarcho-capitalistes, pour eux, il n'y a que des individus. Mme Thatcher disait, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus, mais pour les libertariens, c'est un peu la maxime de Thatcher, dans le fond, qui est appliquée. Les individus sont des entreprises. Les individus sont des entreprises libres. Et parce que c'est prioritaire, alors tout égalitarisme, toute solidarité, tout syndicalisme est une sorte de leurre. Les pauvres ne sont pas nécessaires. Les pauvres, les mal pris sur la terre, c'est un boulet, c'est lourd à supporter. On ne devrait pas les aider, ça créerait une sorte de sélection culturelle et peut-être qu'on se retrouvait, plutôt qu'être 7 milliards ou 8 milliards, on se retrouvait peut-être 2-3 milliards, puis on serait tout bien. Tout le monde riche, tout le monde libre, tout le monde capable d'entreprendre avec imagination et créativité. Ça, c'est un propos qu'on entend chez les penseurs qu'on appelle libertariens. Vous pouvez toujours pitonner au mot libertarien, mais vous pouvez aussi pitonner sur Internet au mot transhumanisme, puisque les libertariens considèrent que l'être humain va changer, va se métamorphoser. Et pour ça, pour arriver à cette métamorphose, il faut faire de la sélection, il faut faire de l'élimination. Les pauvres ne sont pas nécessaires. Je pense à une réplique de Richelieu à un mendiant qui le suppliait. « Mais Monseigneur, il faut bien que je vive. » Et il répond, « Je n'en vois pas la nécessité. » Dans le fond, pour les libertariens, les nécessiteux ne sont pas nécessaires pour l'avenir du monde. Et bien entendu, cette branche anarcho-capitaliste est dangereuse. Il faut la dénoncer, c'est pour ça que j'en parle en fait aujourd'hui, parce que les anarchistes, ce sont des libertaires, mais ce ne sont pas des libertariens. C'est un mot c'est un néologisme qu'on a inventé récemment, justement pour faire la distinction entre les anarchistes libertaires, qu'on retrouve chez plusieurs philosophes et qu'on retrouve cette espèce d'anarchisme libertaire, on le retrouve même chez des écrivains tels que Camus, mais les libertariens sont d'une toute autre texture, d'une toute autre mentalité. Alors, c'est donc dire que les libertariens sont anti-État, comme les anarchistes, mais ce n'est pas tout d'être anti-étatiste. Il faut apporter des nuances. Et je termine en vous parlant, remarquez qu'après la petite pause qu'il va y avoir tout à l'heure, nous allons justement discuter encore ensemble, peut-être revenir sur ce que je vous donne comme contenu. Je termine en vous parlant des dogmes. Dans le fond, chez les anarchistes, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme, mais n'empêche qu'on essaie de caractériser l'anarchisme à partir de certains principes que je vais vous donner tout de suite, puis je vais vous montrer, dans le fond, qu'il n'y a pas de dogme chez les anarchistes. On dit, par exemple, premier principe, ou premier dogme, l'État, c'est le mal absolu. Deuxième, élection piège à corps. Troisième, il faut abolir le capitalisme. Quatrième, la société anarchiste sera un Éden sur terre. Ça, c'est un peu les dogmes qui circulent, les principes qui circulent quand il est question d'anarchisme. Mais en fait, chez les anarchistes, il n'y a pas de dogme, ça va de soi. Un dogme, forcément, c'est quelque chose à laquelle on adhère, à laquelle on croit, sans que ce soit démontré, sans que ce soit expliqué. Alors, chez les anarchistes, il faut expliquer. Il faut utiliser sa raison. Aussi. Alors que les anarchistes considèrent que l'homme est en constant progrès, en constante évolution. Alors, je vais vous donner des exemples comme quoi les fameux principes, les fameux dogmes ne s'appliquent pas. Par exemple, on dit que l'État, c'est le mal absolu, mais n'empêche que les anarchistes vont parler d'un État fédératif.
d'un État qui est défendable justement parce qu'il est fondé sur une démocratie directe et qui s'intéresse à l'intérêt général, à ce qu'on appelle le bien commun. Donc, un État, ce n'est pas le mal absolu. Il faut que j'ajoute aussi que nous sommes ici, au Québec particulièrement, protégés par un État. Et sortir de cet État-là ou abattre cet État-là, ça serait peut-être grave. Je vous donne une citation d'un anarchiste brésilien dont j'ai oublié le nom. Il nous dit ceci: nous sommes dans la cage protectrice de l'État, mais à l'extérieur de cette cage, il y a le lion des tyrannies privées. Le démantèlement de l'État, dans le fond, c'est de nous mettre entre les mains des lions, des tyrans, des grandes multinationales. Et c'est pourquoi l'État, à l'heure actuelle, peut être considéré comme une sorte de protection. Alors, quand on dit chez les anarchistes que l'État est le mal absolu, il faut ajouter des nuances. Ensuite, on dit élection piège à compte. Ça circule depuis peut-être 2 siècles, en fait, depuis qu'on a remis sur pied, après la monarchie, le suffrage universel. Mais n'empêche que Proudhon, un philosophe de l'anarchisme bien connu, important, qui a eu beaucoup d'influence, s'est présenté 2 fois comme candidat. Ça veut donc dire qu'encore ici, il y a des nuances à apporter. Pourquoi s'est-il présenté? Mais justement pour soumettre le gouvernement à des valeurs universelles qui allaient à l'encontre des valeurs qui étaient proposées, préconisées par les gouvernements en place à cette époque-là. Il y a Bakounine aussi, qui, sans s'être présenté aux élections, a toujours défendu la possibilité d'un suffrage universel. Et d'ailleurs, les élections, ça se fait constamment. La démocratie directe, c'est quoi? C'est des élections. C'est un suffrage qui se fait, des référendums, des consultations, en fait, qui se fait fréquemment. Et vous avez Camus aussi, qui est un libertaire, qui est un anarchiste, qui, lui aussi, a recommandé à plusieurs reprises dans sa vie de voter pour tel parti, de voter pour telle cause, parce que, même si les élections est un leurre, il reste que dans la pratique, il est possible, il est même important qu'on utilise le suffrage, la consultation, pour changer le monde, pour changer, pour transformer les choses, pour renverser même, dans certains cas, un pouvoir. Troisièmement, il faut abolir le capitalisme. C'est vrai. Sauf que, il y a même Proudhon qui a écrit « La propriété, c'est le vol ». Mais n'empêche que la propriété lucrative est un vol. Mais on peut très bien imaginer une propriété d'usage. Alors c'est pourquoi chez Proudhon, il y a la distinction entre la propriété et la possession. Si je possède quelque chose comme valeur d'usage et non plus comme valeur d'échange, ça change tout. Ça change tout. À ce moment-là, j'utilise l'objet que je possède, ou j'utilise la propriété ou la possession pour justement favoriser, pour venir combler des besoins et non pas pour exploiter quiconque. Alors, il y a donc chez les anarchistes une nuance à apporter concernant la propriété. Ils ne sont pas pour la propriété lucrative, mais ils sont pour la propriété d'usage, la possession. Ensuite, le travail. Ils ne sont pas contre le travail, ils sont contre le travail qui est une exploitation. Puisque dans les grandes philosophies des anarchistes, le travail doit être libre. Il ne doit pas être proche de ce qu'on appelle communément l'esclavagisme. Du 16e siècle jusqu'à l'abolition officielle théorique de l'esclavagisme dans le monde occidental, il y a eu, paraît-il, quelque chose comme 15 millions d'esclaves. Or, aujourd'hui, de nos jours, certains auteurs disent qu'il y a peut-être de 45 millions à 200 millions d'esclaves au moment où on se parle. Alors, c'est pour vous dire que le travail, dans le fond, de manière générale sur cette terre, est encore considéré comme une exploitation insupportable qui ressemble à une forme d'esclavagisme. Et finalement, enfin toujours dans il faut abolir le capitalisme, le marché tel qu'il existe aujourd'hui, les anarchistes sont contre ça, bien entendu, parce que ce n'est pas un marché qui est local, ce n'est pas un marché qui est autorégulé, c'est un marché qui est contrôlé
par les financiers notamment et par les grandes multinationales. Les anarchistes sont pour le marché local, les échanges entre les individus, même entre les groupes, et même entre les communautés, et même entre les villes, et même entre les petits États fédérés. Donc, il faut, je vous dis ça, dans le fond, pour éliminer les préjugés qu'on a quand on parle de l'anarchisme. Les anarchistes apportent des nuances, considèrent les réalités, considèrent les faits, et dès que c'est bon pour l'être humain, dès que c'est bon pour son émancipation, on est d'accord, on accepte et on l'applique. Et finalement, dans les dogmes, les principes, on dit tout le temps que la société anarchiste serait un Éden sur Terre, une paix, sans règles. C'est pas comme ça que ça se passe. Là où il y a eu des pratiques, des expériences anarchistes, je pense en Espagne, je pense au Conseil, aux Soviets russes avant la révolution bolchevique, et dans beaucoup d'autres exemples d'ailleurs. Jean va sans doute vous parler tôt ou tard ce soir des multiples, d'une bibliographie importante où on peut aller chercher des exemples d'expériences et de pratiques anarchistes. Alors, on se rend compte, dans le fond, qu'une société sans contrainte, c'est impossible. Alors, il faut forcément qu'on s'organise, mais autant que possible que la structure, que l'organisation, que l'autorité soit naturelle. De l'autoritarisme, c'est un signe d'un manque d'autorité. Quelqu'un qui est autoritariste, c'est parce qu'il n'est pas autoritaire. Quelqu'un qui a une autorité naturelle, il n'a pas besoin de prendre la violence, il n'a pas besoin d'être despotique, il n'a pas besoin d'utiliser quelques contraintes que ce soit. Alors, les anarchistes tentent justement de développer ces structures, ces collaborations et cette autorité naturelle qui permettrait et qui permet, dans les faits, de lutter, d'éliminer, d'évacuer une autorité qui est despotique, une autorité qui vient de l'extérieur, une autorité qui nous contraint. Alors, les anarchistes, donc, ne sont pas contre l'autorité, et les anarchistes considèrent que nous sommes tous très différents, et évidemment, parce que nous sommes tous très différents, ça ne peut pas aller tout le temps comme sur des roulettes. C'est pourquoi l'Éden rêvé, ça reste un rêve. Mais dans la pratique, il est possible d'expérimenter l'anarchisme tout en étant respectueux des autres, tout en étant respectueux de la différence des autres, et tout en faisant en sorte que l'ordre surgisse le plus naturellement possible avec les autres, sans pouvoir contraignant. Alors, je conclus. Je conclus en vous disant que l'anarchisme, dans le fond, à cause de son rationalisme, à cause de sa vision pragmatique, pratique, je dirais même matérialiste, est une forme de naturalisme. Une forme de naturalisme qui assure une coopération et une culture humaine riche, durable. Une confiance en l'homme, une confiance, je dis le mot, en la nature humaine, même si cette nature-là est changeante, même si cette nature-là est difficilement identifiable, une confiance pour que l'être humain soit capable, justement, de par sa culture, de par son altruisme, de par l'entraide, qui est un fait dominant dans la nature, nous dit Kropotkin. Grâce à cette entraide-là, on puisse arriver à une émancipation et à une structure sociale sans contrainte où chaque individu se sentirait libre et capable d'émancipation. J'ajoute aussi que l'anarchisme, c'est une sorte d'école d'espérance. Et si ce n'est que pour ça, ça vaut la peine de s'y référer à cette école d'espérance. Une école d'espérance, une école de rationalité, de rationalisme. On vit dans un monde beaucoup trop irrationnel, beaucoup trop centré sur ce qu'on appelle les passions qu'on veut développer et qu'on essaie non seulement d'évoquer, mais d'exprimer avec fierté et honneur. Les philosophes, de manière générale, ont une certaine réticence aux passions humaines, parce que justement, il y a mieux que la passion, il y a la raison, il y a la rationalité, et c'est beaucoup plus prospère, c'est beaucoup plus positif pour nous que les passions, même si ça peut faire des bons romans ou des bons films, il reste que la raison est toujours la meilleure garantie. La raison, dans le fond, c'est notre guide, et il est suffisant.
à mon sens. C'est une école aussi d'humanisme. Et je pourrais même dire, pour terminer, que l'anarchisme est un peu à la politique, est un horizon, une espèce d'idéal. L'anarchisme est à la politique un peu ce que la sagesse est à l'éthique. En morale, dans toutes les éthiques du monde, dans toutes les éthiques de tous les philosophes, il y a toujours au bout du compte une sorte de sagesse. Et cette sagesse-là, qui est parfois inaccessible, mais qui est inspirante, cette sagesse-là, ça s'appelle vérité et amour. Ça s'appelle rationalité et amour. Dans l'anarchisme, il y a cet horizon aussi qui pourrait inspirer les politiques, le politique, de sorte que je ne suis pas du tout gêné d'affirmer, par exemple, que l'anarchisme est à la politique, ce que la sagesse est à l'éthique. Merci. Tantôt, Jacques, fait très bien la distinction entre libertarien et libertaire, anarchiste libertaire. Maintenant, qu'est-ce qui distingue l'anarchiste libertaire du communisme? Moi, je répondrais à ça. Ah ouais, ça c'est d'accord. Le communisme n'est pas rejeté par les anarchistes. Il y a des communistes anarchistes. Ce que les anarchistes rejettent, c'est le despotisme, c'est le contrôle, c'est la tyrannie. Pourquoi Kropotkin et d'autres, en même temps que Kropotkin en Union soviétique, enfin dans la toute nouvelle Union soviétique dans les années 20-21, Kropotkin est mort en 24, pourquoi les anarchistes se sont opposés au bolchevisme? À cause de l'autoritarisme, à cause de la dictature. Les anarchistes sont communistes, mais sont contre la dictature. Il ne faut pas oublier ça. Et la différence, on pourrait dire que, alors, même il y en a qui acceptent, qui souhaitent être appelés, comme on pourrait dire, communistes libertaires, comme Pierre Kropotkin, ou comme, peut-être Manifesto aussi, en tout cas, mais le communisme n'est pas rejeté par les anarchistes. Mais encore là, le communisme, de manière générale, là, les anarchistes préconisent les petits États, les petites organisations, quitte à ce que ces organisations se fédèrent par la suite. Alors, imaginons par exemple qu'on arrive dans quelques décennies ou même dans quelques siècles à une société anarchiste à travers le monde. Mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de petits groupes qui deviennent souverains, indépendants. Comme par exemple au Québec, un Québec souverain, ensuite on exigerait du pouvoir de Québec de décentraliser, de donner plus de pouvoir aux régions. On demandait aux régions de donner plus de pouvoir aux municipalités régionales de comté, par exemple. Bon, je vous donne ces exemples-là, de sorte que le communisme n'est pas rejeté. Au contraire, on va tenter ensemble d'aller vers le plus de justice, le plus d'égalitarisme et le plus de liberté. Dans le fond, les grandes maximes révolutionnaires de tout temps, liberté, fraternité, égalité, on les retrouve chez les anarchistes. Ce qui réunit tous les anarchistes, de droite comme de gauche, c'est qu'ils sont tous contre les États qui sont contraignants. Et dans l'expérience historique, les communes, après ça, les communes, ça existe encore. En France, il y a la commune de je sais pas quoi, la commune de ci, la commune de ça. Mais ça vient du fait que les gens s'organisaient en communauté, tant au plan de la production que de la consommation. Alors, c'était des communautés autonomes. Autant l'individu, l'anarchisme va prôner la liberté individuelle, mais en association avec la communauté, c'est-à-dire ce qu'il va faire comme travail, ça va être, on va utiliser ses talents au maximum, ce que le capitaliste ne permet pas. Si vous avez 9% de chômage, le capitaliste ne peut pas. C'est le contraire justement de l'utilisation des talents multiples que les gens ont. Et dans une communauté anarchiste, et à ce moment-là, qui est en contact avec d'autres communautés anarchistes pour des échanges, parce que peut-être qu'on ne peut pas tout produire dans la même communauté, c'est normal. On n'a peut-être pas toutes les ressources pour, etc. Alors, je vais continuer pour laisser la parole à plus de monde possible. François Champoux, à ton tour.
Merci, Jacques Sénécal et Marc Aurel, Jean Marc Aurel. C'est vraiment ton nom, Marc Aurel? Non, mais Jean Marc Aurel. Bon, d'abord, c'était excellent comme information et instruction, parce que je suis un ignare de l'anarchisme et j'en suis fort peiné. Ce qui m'inquiète dans le capitalisme, dans le coopératisme et dans l'anarchisme, c'est qu'ils deviennent sauvages. La sauvagerie d'une idéologie n'est plus à démontrer. Elles ont toutes fait naître des prêcheurs qui souvent se sont plu à mener leurs troupes dans la déchéance et dans leur propre idéologie et celle de l'ultime humanité qu'elles devaient servir. Il me semble que c'est plus à démontrer. Il y en a beaucoup, des dictateurs et des despotes qui nous ont amenés dans la tricherie. C'est par centaines, pour ne pas dire par milliers, que l'histoire compte ces dictateurs qui ont tyrannisé les peuples jusqu'à les asservir totalement. Au nom du libertarisme, au nom de l'anarchisme. Alors ma question, c'est comment éviter que les sirènes du pouvoir, parce que c'est quand même ça qui devient intéressant, le pouvoir, enivre tout un chacun dans les plaisirs d'une autocratie dévorante jusqu'à la destruction purement et simplement de la saine idéologie anarchiste. Bon, oui, tu peux répondre. J'en ai une bonne réponse. Vous devriez le faire dans la plaie, François, parce que je pourrais te référer les partis politiques de Robert Mitchell. Lui, ce qu'il parle, c'est des organisations, dans leur fonctionnement, et selon ce qu'il démontre dans le livre, la question des chefs, la question de la hiérarchie, tout ça, lui, ce qu'il dit, il fait une démonstration en Allemagne par rapport au Parti communiste allemand ou le communiste international de Marx et compagnie, et même les Russes. Et ce qu'il dit, c'est que les organisations conduisent automatiquement à la longue à l'oligarchie. C'est ce que tu veux dire dans le fond. Mais les libertariens, non pas les libertariens, les libertaires ont toujours justement combattu ces tendances oligarchiques. C'est pas mais c'est même actuel dans les débats qu'il y a entre des miliciens anarchistes ou sur le terrain. Il y a beaucoup de discussions qui se font. Comment on met nos organisations pour arriver dans 200 ans à une société plus démocratique, qui décide de façon plus anarchiste de toutes les choses qu'il y a à faire dans une société. Mais il faut le faire maintenant. C'est ça la question. Il faut que tu le pratiques maintenant dans tes organisations. Pour que ça devienne des habitudes sociales. C'est ça les principes. Faut que tu vois à long terme. Moi, j'ajouterais quelque chose peut-être de plus général, mais d'une grande importance, c'est que les anarchistes ont toujours exprimé de manière forte, c'est qu'il faut être guidé par la raison. La violence, la sauvagerie, la barbarie, ça repose sur des passions, ça repose sur les croyances. Croire, c'est facile. Savoir, c'est difficile. Or, ce n'est que la raison qui peut nous permettre de faire un progrès dans les savoirs, autant individuels que collectifs. Or, dans un milieu miséreux, misérable, comme c'est le cas de plus en plus, où on pense le moins possible, où on fait l'apologie des passions et même de la violence, mais forcément, on assiste à du despotisme, à de la sauvagerie, à de la barbarie, à des fanatismes. L'anarchiste, c'est un rationnel, c'est un raisonnable, c'est quelqu'un, et on le souhaite que ce soit le cas pour tout le monde, c'est quelqu'un qui mise sur la rationalité, sur la raison comme guide, et non pas sur la croyance qui mène au dogme et au fanatisme. D'ailleurs, tous les grands dictateurs étaient contre la science, étaient contre la raison, étaient contre les scientifiques, étaient contre les progrès de la raison humaine. Il fallait qu'on croie en eux, que ce soit Staline, que ce soit Hitler, que ce soit Mao Tse-tung et d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler?
il y a Là, Louis, je vais aller voir les il y a Louis, il y a Ouais, ouais, Rita, c'est ça. il y a Claude. OK, Est-ce oui. qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Merci. Il y a des choses qui m'ont éclairé que je n'avais pas lues parce que le sujet m'intéresse depuis quelques années, de toute façon un peu, mais en dilettante, en deux traites de brebis, comme on dit. Et ce qui m'a éclairé, c'est ceci, je ne m'attendais pas à ça. Tu t'as dit que c'était une philosophie optimiste, positive. L'homme est bon. Ce que j'ai lu, Proudhon, Max Turner, Marx lui-même, Karl, de son petit nom, ce que j'ai lu, c'est qu'à chaque fois que tu avais un anarchiste qui disait, bon, la propriété se le vole, d'autres, l'unique, l'être humain unique et sa propriété, Turner. À chaque fois qu'il y en a un qui s'exprimait, l'autre, le Fourier, idéaliste, là, hein? Ben, Proudhon était contre Fourier, Fourier était contre Turner, Marx était contre Proudhon. Et puis, toi tu dis, les gars détestaient les anarchistes. Eh bien, moi je pense qu'ils ont donné leur propre réponse. C'est très compliqué. De ne pas à un moment donné subir un peu de, pas d'autorité, de faire des compromis. Dire, bon, ben, c'est le voisin qui me dit ce fois-là, ça semble rassembler l'opinion des autres, bon, on va suivre, même si ça ne fait pas mon affaire. Est-ce que je suis sous domination? Un compromis. J'accepte le compromis. Léo Ferré chantait, ni Dieu, ni maître, bon, ni foi, ni loi. Ni foi, ni loi qu'on ait sciemment et volontairement accepté. Une domination acceptée. Tu as des gens qui nous disent, ah, voilà un monarque bienveillant, quel désir, hein, quelle félicité sous ses arbres, sous sa férule. Hein? Ça existait, ça. En tout cas, on nous l'a raconté. Bien que là-dessus, beaucoup de penseurs disent ça, mais là-dessus, ça corrige beaucoup de choses. Depuis le début de l'humanité, jamais les monarchies, les tsarismes, les pouvoirs régaliens comme tels, là, en termes de monarchie, n'ont existé. Ça ne se peut pas. Hein? Louis XIV, dans toute sa magnificence, n'a pas régné sur la France. C'est Louis XIV qui sa gang. C'est un oligopole. C'est un modèle presque indépassable. Ça a été facile de marcher sur Paris avec des fourches et des râteaux, puis finalement de guillotiner Louis XVI. Hein? Mais un oligopole, tu ne peux pas le guillotiner à notre autre. C'est une communiste, tu coupes une tête et un autre qui pousse. Donc, on est fictif. On est dans tous, partout sur la planète, il n'existe que des oligopoles. Et ça, c'est très difficilement dépassable. Et c'est ça qu'il faut enseigner aux jeunes. Voyez-vous, c'est des oligopoles. Je ne suis, en terminant, je ne suis pas anarchiste. Je suis même presque anti-anarchiste. Je suis un ultra-libéraliste égalitariste. Si tu veux en savoir plus, on prendra une bière. C'est ça. Non, mais... Il y a une belle chanson, les anarchistes. Oui. Alors, Rita. Il y a ici que c'est important. Oui. Mais moi, je vais être un peu plus, disons, terre à terre. Effectivement, je trouve la discussion. Parlez dans le micro. Je trouve la discussion extrêmement intéressante parce que ça nous permet de changer notre optique. Souvent, ce qu'on a comme référence, c'est les cancers et tout ça. Moi, je vais être plus terre à terre. Je vais revenir dans notre monde de nous. Je reviens au printemps érable avec la grève des étudiants, où on nous a dit que c'était des anarchistes parce qu'il y avait des cancers. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre une révolution et l'anarchie? Est-ce que l'anarchie amène à l'évolution ou l'inverse? Ou, moi, ce que je trouve, la grève des étudiants, c'est qu'il y avait des messages très intéressants qui auraient pu faire évoluer la société, mais le gouvernement,
disons, les bien nantis, le gâchis, mais comment... L'aristocratie. Ouais. On préférait les traiter de cancer plutôt que d'écouter leur message. Donc, c'est quoi la différence entre la révolution et l'anarchie? Je ne sais pas, peut-être que Jean-François pourrait nous aider. Mais je répondrais à ceci, c'est que la différence, il n'y en a pas tant que ça. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu énormément de révoltes et de révolutions spontanées et qui ont, même si elles étaient spontanées, qui pouvaient durer un certain moment, elle était souvent récupérée, tu sais, soit par la bourgeoisie capitaliste de l'époque, de 1700, au moment du début du capitalisme, soit par la suite par les bolcheviks au niveau du monde. Mais l'anarchie, ça dépend des penseurs anarchistes. Au début, des penseurs anarchistes, souvent, puis même la propagande était anti-capitaliste, bien évidemment. C'était beaucoup critique contre l'État, contre l'Église, contre ça. Il y avait des raisons, c'est vrai. Sauf que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ils se sont développés dans les théoriciens, dans la pratique anarchiste, il y a eu des pratiques positives dans le sens que là, il faut apprendre, il faut s'organiser par nous-mêmes. C'est ça la question. Alors, il y a eu des expériences, et donc, est-ce que c'est une révolution? La guerre d'Espagne, la guerre civile, quelqu'un aussi qui est catalan et puis assez de quoi je parle. Mais il y a eu 3 ans de la guerre civile et les anarchistes ont été très présents pour organiser contre Franco, bien les choses, puis ça s'organisait dans le sens de consommation, production. Alors, mais si je prends Kropotkin ou quelques-uns d'autres, ils appellent ça la révolution sociale. Alors ça, la révolution sociale, ça se fait dans nos têtes. Il faut changer de paradigme. Un peu comme tu dis, dans le printemps étudiant, au moment où l'AC avait beaucoup de... C'était pas mal d'eux autres qui guidaient l'affaire. Effectivement, il était identifié, puis ils ne viennent pas pour dire que oui, il y a des anarchistes qui sont leaders dans le mouvement. Alors, il a fallu que Dubois explique à la TV, aux journalistes, ça faisait 1 an, quasiment 1 an, il a vraiment posé la question, comment ça se décide de nos affaires ici? Ben, c'est ça. Alors, c'est à long terme, pour répondre aussi à monsieur. Moi, j'ai 200 ans, ça ne me dérange pas d'être mort. Mais au moins, on met des graines, on sème des graines. Tu sais. Moi, je répondrais peut-être de manière plus générale, où je ferai un commentaire au propos de Rita, dans le sens suivant. C'est que si on regarde, si on fait un bilan des violences et des résultats, des victimes de toutes les rébellions anarchistes, même si parfois ces rébellions-là étaient de la légitime défense, c'est très peu de monde comparativement à toutes les violences et à toutes les victimes qui viennent du statu quo, c'est-à-dire du système dominant. Les anarchistes n'ont jamais envoyé de bombes atomiques. Les anarchistes n'ont pas à dépenser des milliards par année pour un armement qui vienne soutenir une idéologie fausse, désastreuse, dévastatrice. Faisons la part des choses. Dans une guerre, dans des confrontations, on se rend compte, quand on fait le bilan, que ceux qui sont au pouvoir sont beaucoup plus violents que ceux qui se révoltent. La révolution féministe est un bel exemple. C'est un changement radical, puis il n'y a eu aucune victime. Pensons à ça pour le futur. Claude. Oui, merci pour votre conférence très intéressante. Je mentionnais que l'anarchisme mènerait à ce que chaque individu soit libre et capable d'émancipation. Actuellement, moi, quand je regarde les jeunes qu'on éduque, qu'on amène dans nos écoles, qu'on soigne avec les programmes sociaux et ainsi de suite, ils sont libres de choisir leur métier, leur profession, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ont un libre choix. Je
Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus. Je ne vois pas qu'est-ce que l'anarchiste pourrait apporter de plus. Qu'est-ce qui manque? Je disais tout à l'heure que dans le monde entier, certains auteurs disent, avec chiffre à l'appui, qu'on est entre 45 millions et 200 millions d'esclaves. Regardons de manière générale. Les anarchistes, comme les philosophes d'ailleurs, essaient d'avoir un regard qui vient d'en haut, un regard avec une distance, un regard universel, autrement dit. Alors quand on regarde notre petit coin, notre petit nombril, c'est entendu qu'on peut toujours trouver toutes sortes de choses qui fait de nous des complaisants. Mais regardons de manière plus générale, et regardons surtout ce qui s'en vient. Et là, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut réagir. Et on se rend compte, pour répondre à ta question plus précisément, on se rend compte qu'à travers le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, l'éducation, les écoles, les universités deviennent de plus en plus utilitaristes et de plus en plus contrôlées par les grandes entreprises privées. De sorte que, aujourd'hui, il faut s'instruire pour s'enrichir, alors que dans le passé, c'est quand on était riche qu'on pouvait se permettre de s'instruire. Dans une société anarchiste, l'éducation sera gratuite. Et les instructions qu'on pourra dispenser seront pour le bien de tous et non pas pour la cupidité de quelques-uns. Alors, il faut voir les choses de manière plus générale avant de condamner une idéologie, une philosophie qui est optimiste et qui regarde l'avenir un peu comme tout être humain sensé considère que sa situation actuelle, son éthique actuelle, malgré sa bonne volonté, est perfectible. Et c'est pourquoi on essaie autant que possible d'aller vers le plus de sagesse possible. Alors moi, je me dis qu'en politique, on doit aussi tendre vers le plus d'anarchisme possible, c'est-à-dire d'ordre sans pouvoir contraindre. Après Claude, je n'ai pas d'autre nom. Oh, ben, oui, Liliana, M. Hébert. Ah, OK, oui. Oui, Liliana. Moi, je pense que c'est pas assez fort, je pense, pour le micro. Normand? Oui. Bon, alors, je dirais, Jacques, tout d'abord, félicitations pour ta conférence et pour ton courage pour aborder un sujet quand même assez particulier dans le cercle Est-Ouest. Moi, j'aurais peut-être pas autant de questions que des interrogations que je voulais te ramener. Peut-être que tu vas juger bon d'y répondre aussi. Par exemple, une que j'ai notée, c'était un système sans gouvernement, sans loi qui, en principe, les lois limitent les libertés des personnes qui sont malveillantes, autrement dit, des personnes qui peuvent commettre des crimes. Me paraît qu'il conviendrait ce genre de système aux sages. Mais qui d'entre nous est vraiment un sage? Cet homme marxiste, cet homme perfectible, cet homme nouveau, finalement, que la philosophie marxiste a essayé d'imposer, n'est que fumisterie. Parce qu'ils sont sur une méconnaissance, je pense, que là je prends ici l'être humain d'une façon plus anthropologique, plus psychanalytique, un être vraiment de passion, de violence aussi, de conflit intérieur, qui est effectivement perfectible, mais qui n'est pas bon nécessairement. En arrivant au monde, il peut s'hominiser, peut s'humaniser en contact avec les autres, mais à la base, prétendre qu'il est bon, ça me paraît outrancier. Ensuite, tu disais que l'anarchisme se fonde sur l'espérance, donc c'est un optimisme. Je vois dans l'espérance une eschatologie, identique un peu à la religion. La religion se trouve à être une théorie, une croyance, effectivement, eschatologique, qui amène l'espoir, l'espérance dans autre chose, en avant-plan. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus passionnel que l'espérance? Qu'est-ce qu'il y a de plus irrationnel aussi que l'espérance? L'espérance nous coupe de la réalité. Et je crois que finalement, toute pensée
cette forme d'espérance, cette forme d'optimisme, d'eschatologie, ne peut pas être rationnelle parce que justement, elle est en contradiction avec sa propre définition. Il y a une vision un peu que je trouve idyllique de l'être humain d'un côté. Et comme tu disais si bien, il y a une absence de dogme, parce qu'il y a une absence de cadre théorique finalement à l'intérieur de l'anarchisme, qui fait qu'il ressemble un petit peu à une auberge espagnole. Chacun y met, puis retrouve qu'est-ce qu'il peut bien vouloir retrouver. C'est mon opinion. Moi, je réagirais de différentes manières. Je vais commencer d'abord par revenir sur un mot, sur une locution, en fait, une petite phrase que j'ai donnée tout à l'heure. L'anarchisme est une école d'espérance, de rationalité et d'humanisme. Je suis d'accord avec toi pour dire que l'espérance, c'est que c'est rationnel. Je change le mot tout de suite. Je dirais c'est une école de confiance, de rationalité et d'humanisme. Comme ça, on s'entend. On va régler le problème tout de suite. Maintenant, deuxièmement, vous dites que c'est une auberge espagnole, il n'y a pas de grand dogme, il n'y a pas de grand principe. C'est typique des philosophies anarchistes. C'est typique. Parce que l'anarchisme, c'est rationnel, mais c'est pragmatique aussi. Ça repose sur l'expérience. On ne peut pas faire une projection claire et nette d'un Éden futur ou d'une organisation politique future qui soit anarchiste. C'est à tous les jours, par la pratique, par les expériences, qu'on élabore nos règles, qu'on élabore nos solidarités, qu'on élabore aussi nos visions et comment on arrive à des transitions. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des centaines de villes en transition. Il y a des centaines de villes qui tentent d'être les plus autarciques possibles, de ne plus dépendre des grands marchés, de ne plus dépendre du pétrole. Vous n'avez qu'à aller voir sur Internet villes en transition, vous allez en avoir des centaines de villes dans le monde qui font des efforts et aussi des efforts, mais qui n'exigent pas de la peine ou de la misère. C'est des efforts de créativité et de joie. Ces villes en transition sont des exemples concrets de pratiques anarchistes. Ici, au Québec, il y a un mouvement qui pratique d'une certaine façon l'anarchisme. À Québec, à Alma, dans certains milieux, il y a des mouvements qu'on appelle la simplicité volontaire. Les simplicitaires sont des libertaires. C'est des gens qui sont respectueux, qui misent sur l'entraide, qui créent au fur et à mesure de leur expérience leurs règles, leurs principes, leur organisation. C'est mouvant. Il n'y a pas de dictature dans l'anarchisme. Il n'y a pas de règles ou de principes qui contraignent. Il ne faut pas oublier que l'avancée vers une société anarchiste, c'est une avancée, ce sont des avancées qui se font à petits pas, par expérience, et c'est au fur et à mesure qu'on expérimente que les règles s'élaborent. Alors c'est un peu ça que je voudrais te dire. Moi je voudrais, il y a peut-être un homme, mais je voudrais quand même, c'est peut-être long avec une seule personne, mais c'est parce que j'avais quelque chose à dire concernant ta première petite question, à savoir que, ta première question, moi je trouve que c'est concernant les exceptions. Les gens qui ont des problèmes sérieux et qui dérangent l'ensemble de la société par leurs problèmes sérieux, mettons, je le dis comme ça. Alors, soit ce sont des choses problématiques au niveau santé physique, mais qui attaquent leur mental ou tout ça. Mais si on regarde les expériences des anarchistes, puis surtout ceux qui ont écrit en prison, parce que la plupart ont passé en prison, comme Kropotkin, comme Malatesta, comme en tout cas plusieurs, ils ont écrit des choses sur comment étaient traités les gens en prison. Vous allez me dire, c'est au 19e siècle. Mais aujourd'hui, si vous prenez Harper avec la façon sa façon de voir comment on traite les gens qui font de la criminalité, eux autres, ce qu'ils disaient, la société pose de plusieurs contraintes à l'épanouissement de l'individu. C'est ça qu'il faut comprendre. De sorte que si tu modifies
dans la société, qui donne des chances meilleures à tout le monde, individuellement, que ce soit l'éducation, l'instruction, peu importe, bien, ça va peut-être des chances de réussir à avoir moins de problèmes individuels. Mais ça, oui, je suis d'accord, il va toujours en avoir. Il s'agit savoir comment la communauté peut régler ces choses-là, mais en ayant des meilleures conditions sociales. M. Hébert. Ensuite, Normand. Ensuite, Roger, veux-tu détamer? Ensuite, oui. Moi, j'aimerais revenir sur la notion de liberté, de la façon dont on fait Kounine l'aborde. Parce que la façon dont on l'a abordé dans les questions de plus tard, on oppose la liberté individuelle. Puis pour les anarchistes, la liberté individuelle, ça n'existe pas. Pour les anarchistes, la liberté est inconcevable en dehors du social. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Comment puis-je être libre si je suis seul? Deuxièmement, Bakounine ajoute liberté va avec solidarité. Il qualifie la solidarité d'humanisation de la liberté. Parce qu'on voit, même c'est l'optique dont il envisage les choses est tout à fait différente. On pense en fonction du social plutôt qu'en fonction de la liberté individuelle. Comme Jacques soulignait tout à l'heure, quand même, Mme Thatcher disait que la société n'existe pas, mais les anarchistes disent le contraire. Je pense que c'est important de comprendre ça. Ensuite, Normand. C'est dans sur la notion de liberté, il y aurait beaucoup à dire, mais je trouve juste vos propos. Il est inutile de penser à une liberté individuelle en excluant les autres. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les anarchistes et philosophes vont plutôt parler d'autonomie, c'est-à-dire tenter de se libérer de l'indépendance. Et nous vivons dans un système actuellement, où on crée constamment des dépendances, où on crée constamment de la rareté, où on crée constamment des besoins. On fait de nous tous, par les médias, par l'éducation même, par les arts, par toutes sortes de moyens, on fait de nous des êtres dépendants. La liberté anarchiste, c'est d'abord se déprendre de ces dépendances. Alors, cette fois-ci, c'est un commentaire, et je ne dis pas François, je suis un liard, avant de venir ici, mais presque liard, parce que, vu que je côtoie Jean-Marc Corrèze, on a déjà des discussions sur l'anarchisme, très peu quand même. Puis il a même composé une chanson que si vous êtes gentil à la fin, on pourra vous interpréter. Ceci dit, j'ai réalisé ce soir que je recherche dans la vie des bulles d'anarchisme sous la protection d'un dôme de démocratie et de capitalisme. Et entre autres, un des exemples, c'est la chaise musicale, c'est-à-dire le groupe dans lequel Jean et moi, avec 4 autres musiciens, on se rencontre pour faire de la musique. Et effectivement, il n'y a pas d'autorité là-dedans. Les personnes qui décident pour tout le monde, c'est tout le monde qui décide pour tout le monde. Donc, il y a une genre de démocratie, mais aussi une certaine énergie où chacun peut s'exprimer, et c'est la polyvalence de chacun qui fait la couleur de ce groupe-là. Ça, je trouve ça vraiment riche, et je ne savais pas que j'étais dans un groupe anarchiste. C'est un work in progress. Merci, Normand. J'avais bien compris, à 9 heures à peu près, il va y avoir une chanson composée par des anarchistes. Oui, ça compose. Je dois me poser, parce que je fais partie des animateurs ici. Il y a Roger Toupin qui... Juste un petit commentaire. Oui, d'accord. Roger, après. Non, c'est pour dire, il y en a un petit peu, mon ami Normand, là, dans le sens que, non, parce qu'on va faire, il va sortir sa guitare, si vous êtes d'accord, mais je vais faire juste
4 vers de la chanson. Il va m'accompagner en fond musical avec sa guitare. Tu vas les répéter, les 4 vers? Oui, ben, disons, c'est pas le refrain. C'est pas grave. Alors, de façon anarchique. On va les apprendre. Ça, c'était pas anarchique, c'était préparé. Ben, je m'attendais pas que ce soit lui qui le dise, par exemple. On va faire une réflexion sur Camus, en partant de Camus dans La Peste. Okay, on voit donc la maladie, la peste qui envahit une ville, puis on ne sait pas si on va s'en sortir. Ça ressemble à l'inhumaine un peu, tu sais. Supposons le médecin, c'est lui qui va combattre plus fortement, disons avec rationalité, mettons, c'est un anarchiste rationnel. Moi, je penserais, est-ce que ça y est dans cette orientation-là? C'est une question. Tu me répondras tantôt. Camus donnerait-il un bel exemple d'un certain type d'anarchiste? Un gars qui s'engage, autrement dit, dans la vie avec solidarité avec les autres, parce que seul, s'il n'y a pas d'infirmière et d'autres médecins, ça ne fera pas fort. Fait qu'on s'engage avec les autres dans la vie, et tout le monde, en fin de compte, on s'engage avec les autres, on est dans la vie, même si on sait, et c'est là que ça donne sens à l'existence, même si on sait qu'on va mourir pareil. Si on meurt pas de la peste, la prochaine peste, mettons, mais on va, autrement dit, on combat tout le temps, comme Sisyphe qui remonte sa pierre, mais elle tombe tout le temps. Mais il disait que, comme il disait, il faut supposer Sisyphe heureux à remonter sa pierre, mais vraiment la peste. Tout ça pour dire qu'on travaille fort pour combattre le mal ou pour essayer d'organiser un peu plus rationnellement la vie en commun, et il n'y aura pas de succès. Il y a un succès temporaire avec ceux avec qui on vit, mais même si on va mourir tout la gang, ça vaut la peine, comme démarche dans une vie d'existence humaine, de faire la démarche avec les autres, même si on sait que c'est un succès temporaire, et il faut transmettre le flambeau aux autres, donc l'éducation, les autres vont continuer. Comprenez l'idée? Est-ce que ça, c'est de l'anarchisme de la part de Camus comme orientation? Moi, je pense que l'exemple de Camus est un excellent exemple et ça nous permet de répondre aussi aux interrogations de Liliana tout à l'heure. Camus est un philosophe assez particulier puisqu'il est un philosophe de l'action. C'est-à-dire qu'il est toujours en situation de révolte, de rébellion. D'ailleurs, l'homme révolté, c'est ça, finalement. On est toujours en situation de révolte. La raison humaine, c'est une raison critique, une raison qui se révolte. Et chaque jour l'oblige à réfléchir à ce qui se passe, toujours avec cette distance, toujours avec cet esprit de rébellion, contrairement, par exemple, à son ennemi, ou son meilleur ennemi, son collègue, qui s'appelait Jean-Paul Sartre, qui lui, justement, se fiait à des grands principes, les grands principes du Parti communiste français notamment, les grands principes du marxisme-léniniste et même du marxisme-léniniste-staliniste, même s'il y avait au bout de cette idéologie-là, des horreurs qu'on connaissait, qu'on savait, que Camus dénonçait. La brouille, en fait, entre Camus et Sartre, c'est d'abord et avant tout une brouille entre un dogmatique et un libertaire. Et Camus est un excellent exemple d'artiste, de philosophe et d'humain libertaire, anarchiste. Et les règles, ou les lois, ou les principes, ou les lumières qu'il nous apportait dans son journal Le Combat notamment, c'était toujours au jour le jour. Alors c'est pour répondre un peu à Liliana, comme quoi les règles, dans le fond, sont souples, on les fait au fur et à mesure que les événements nous arrivent. Alors, Camus est un excellent exemple d'un artiste, d'un philosophe libertaire, et il a toute sa vie combattu contre toute forme de dogmatisme, contre toute forme de despotisme, sachant très bien que ce dogmatisme-là ne changeait rien à la contrainte, ce justement pourquoi on se bat, ne plus vouloir de despotisme. L'homme révolté de Camus, c'est un anarchiste. C'est un quoi? Anarchiste. Un anarchiste. Est-ce qu'une dernière question peut-être? Oui.
Il y en avait d'autres, mais là, c'est parce qu'il y a un monsieur là-bas qui a dit des choses qui m'ont fait friser les oreilles. Ah, vous avez une question, monsieur, vous n'avez pas parlé encore. Non, mais je m'en voudrais vous faire défriser. Non. C'est pas grave, ça m'arrive à chaque fois que je discute avec l'art. Mais je l'adore. Allez-y, monsieur. Non, c'est monsieur. C'est mon côté anarchiste, regarde. Tabarnak. C'est facile, hein? Pas de violence. Québécoise de la nouvelle génération, qui s'appelle Laure Gardel, qui a dit il est ouvert. Il n'est pas ouvert. Il faut que tu sois là. C'est un complot anarchiste. Eh oui. Une petite Québécoise, Laure Gardel, qui a dit récemment, il y a quelques années, que les progrès sociaux, les réalités sociales d'aujourd'hui étaient les utopies du siècle dernier. L'anarchisme que tu nous as décrit, c'est l'utopie d'un village. Est-ce que ce village-là peut exister? Est-ce que ça peut être le village de l'économie, le village global, le village mondial d'Internet qui nous a amené de ça? C'est une question. Bon, alors, c'est à moi que ça s'adresse. C'est entendu que le village global des anarchistes est un village qui est extrêmement diversifié. Comme la Terre. Il y a sur la Terre des écosystèmes où la biodiversité est d'une importance capitale. Si tu détruis cette biodiversité, tu détruis la Terre. C'est la même chose pour l'être humain. Pour l'espèce humaine, dans le fond, qui progresse, il faut qu'elle conserve à tout prix sa diversité. Il faut qu'elle conserve à tout prix ses distinctions culturelles, ses distinctions linguistiques, ces différences, peut-être à première vue pour certaines personnes les plus irritantes. Les anarchistes respectent ces différences-là. Les anarchistes sont des écologistes de l'humanisme. Ce sont des écologistes de l'espèce humaine, des écologistes de l'urbanisation, des écologistes de la politique. Il faut donc faire en sorte que le village global soit respectueux de toutes les différences. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Au contraire, le village global auquel on assiste, c'est un village qui homogénéise, qui uniformise, ça se dit tout ça. La preuve, c'est que maintenant, on va dans n'importe quelle grande ville du monde, puis on se vêt toujours de la même manière, ou à peu près. Puis on chante les mêmes chansons, dans la même langue, on mange à peu près les mêmes choses. Alors, il y a une uniformisation qui va vraiment à l'encontre de ce que je pourrais appeler la biodiversité humaine. Alors, le village global utopique des anarchistes, c'est un village global où toutes les diversités seront respectées. Oui, on est pour la variété d'ailleurs. Une autre question? Ça, c'était la dernière. Ça pourrait quasiment oui, ça pourrait être la dernière et on pourrait justement. Parce que. Rita, tu veux parler? Vous avez ouvert une boîte de parce que il y a eu une information intéressante, sachant qu'on aurait, pour terminer, pour clore, ce qui ne termine pas nécessairement notre soirée ici ensemble, parce que ça ne ferme pas à 9 h ici, ça ferme à 3 h du matin. Mais pour clore un peu cette conférence, cette rencontre, une chanson serait peut-être bienvenue. Mais il y a une fois qui veut parler. Ah ben oui. Faut tout dire. Moi, là, comme je suis néophyte aussi, j'essaie de faire une synthèse dans ma tête. Si je comprends bien, l'anarchie, c'est pas l'absence de règles, c'est l'absence de règles qui nous est imposée de l'extérieur. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que la communauté ne se donne pas de règles. Elle se les donne de façon démocratique. Oui. On dit ici qu'il faut encourager même la diversité. Du moins, il faut l'accepter. Comment vivre la diversité qui arrive avec des règles qui sont différentes ou à l'encontre des règles à l'intérieur de la même communauté?
Et là, c'est une question piège. Vous comprenez, là, les commandements raisonnables, comment on s'organise pour. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit des règles communes. Alors, comment réussir en passant par, encore une fois, la rationalité, le laïcisme. Autrement dit, faire en sorte que ce qui concerne la foi ou les croyances soit d'ordre personnel, puisque la foi, c'est autocratique, alors que le savoir est démocratique. Le savoir se partage universellement, ce qui n'est pas le cas de la foi. Alors, dans une situation politique, je ne mets pas d'autre mot que ça. Dans une situation politique laïque, mais forcément, cette laïcité-là, universelle, guidée par la raison, ferait en sorte que les règles soient à la fois respectueuses, mais elle éviterait aussi les fanatismes, les violences, les autocraties. Mais considérez que les anarchistes, en général, sont contre l'État, mais sont contre la présence de l'État. Là, tu pourrais te poser la question, ouais, mais comment on va faire pour légiférer? Bien, à l'intérieur des communautés, je pense qu'il y a des choses, de façon de vivre ensemble, un peu, puis dans le sens privé, dans la question des notions religieuses, spirituelles. Alors, moi, je réponds ça, mais c'est une excellente question. C'est ça qu'il faut dire hein, quand on répond complètement. Alors, je pense que la plus belle conclusion de cette rencontre, ça serait peut-être une chanson. Ben, à condition qu'on soit tous d'accord comme dans l'anarchisme. Exactement. Et qu'on choisisse la chanson unanimement. C'est pourquoi je demande le vote. Je demande le vote. Levez la main ceux qui sont pour qu'on termine ça par une chanson. Ben oui! Laquelle? C'est presque unanime. Laquelle? Oui, Chrétien. Prenez pas, oui, ça s'appelle Mon délire. Ah non, c'est sûr. Mais normalement, on va sortir tranquillement à 5 heures. D'habitude, c'est moi qui la joue, là, mais. Non, je ne vais pas porter la mienne, j'avais trop de matériel. On a un piano. On s'est organisé. Je prends ma chaise, pour s'accoter pour jouer ça. Mais là, ce que je vais faire, on va rapprocher du micro. Je vais réciter la chanson avec un fond musical. OK? Je vous la récite. Je ne veux pas vous l'imposer. Mais je ne l'avais même pas composé pour la soirée. Sérieux. C'est plutôt pour le 24 juin, finalement, on va avoir. Mais c'était même pas prévu. On ne prépare pas toujours les choses, c'est ça qui est intéressant. Ça s'appelle Mon délire. Mon délire. Ça pourrait être un délire en même temps, mais c'est pas grave. Alors, ça dit ceci. C'est la course au dernier cri de l'Empire. Pourquoi te priver de tout ce qu'on peut t'offrir? Si certains décident de ton avenir, laisse-moi pourtant te conter mon délire. Comment te rejoindre dans un tel univers où chacun des objets que tu vénères vient façonner ton imaginaire, est isolé et vient te distraire? Qu'est-ce que tu fabriques? Une fleur ou une brique? Qu'est-ce que tu rumines? Quelles sont tes pensées clandestines? Je jette mon pavé dans la mare, convaincu qu'il n'est jamais trop tard. Malgré l'inconnu dans la balance, j'aimerais que nos cœurs dansent. Il y a une petite soupe ici. Moi, je n'ai que des idéaux à t'offrir. Ils sont marginaux, mais ils font réfléchir. Le rouge et le noir ne veulent pas vieillir. Ils invitent les gens à tout rebâtir. Bien plus d'inconnus dans la balance, où j'aimerais que les cœurs y dansent. Bien plus d'inconnus dans la balance, où j'aimerais que les cœurs y dansent. Bravo!